on est dans des univers souvent clos, chacun dans son coin, parfois géographique, parfois culturel, parfois politique, etc. Et que la révolution numérique dont j'ai parlé tout à l'heure a tendance à fragmenter encore plus les choses. Et que la réflexion sur les médias, c'est aussi la réflexion sur comment on partage les choses ensemble, comment on se retrouve ensemble, quelle histoire on raconte à nos enfants, etc. Quelles sont les personnes qui comptent. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire du pays. Et ça, il faut investir là-dessus. C'est pour ça que je dis tout à l'heure qu'il y a une dimension budgétaire, parce que ça coûte cher de faire ça, de faire ces recherches, ça coûte cher de consacrer du temps à aller raconter l'histoire du pays, etc. Et il ne faut pas négliger cela, quoi. Je crois que c'est vrai que c'est important ce qui va se passer en matière technologique, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est important de dire on est un pays fragile qui est en train de se construire. Et la réflexion sur les médias doit prendre en compte cela, quoi. Quels médias pour un pays qui est en train de se construire et dont on ne sait pas où on va, mais on avance ensemble. Patrick Blin. Je suis évidemment d'accord avec ce qu'a dit Gonzague. C'était dans le prolongement de ce que j'avais moi-même commencé à ébaucher, donc on est forcément raccord. Je dis simplement que la multiplication des sources d'émissions de contenu pose la question de la légitimité, de la crédibilité qu'il faut accorder à ces sources. Parce qu'avoir 10 000 radios du monde et 50 000 blogs sur son smartphone, c'est quelque chose de tout à fait simple aujourd'hui. Hein, ça fait quelques milliers de francs avec l'épée et un fournisseur d'accès Internet. Après, c'est quelquefois quel crédit puis-je accorder à ce qui m'est dit et à ce qui m'est accordé. Et de ce fait-là, le difficile mais exaltant et compliqué métier de journaliste continue d'avoir toute sa légitimité et toute sa force, parce que, encore une fois, que Internet ait amené un bouleversement dont on n'a pas encore mesuré toute l'importance est tout à fait évident, mais le problème de la légitimité et de la marque à laquelle je peux faire confiance restera plus que jamais prégnant. Et plus on va multiplier les sources, et plus on va multiplier les objets de fragmentation, plus la nature et l'identité de qui me parle va être importante pour celui qui reçoit le message. Une autre question, une autre intervention là-bas? Là-bas et là-bas. Non, d'abord, excusez-moi, juste derrière, Dab avait demandé la parole avant vous. Je fais la passe juste après. Alors moi, vous m'avez fait peur, Monsieur Blin. Vous avez dit, on met 2 ou 3 personnes dans une cave et pouf, ça va faire une radio. Le métier de journaliste n'est pas réglementé comme le métier d'esthéticienne, de dentiste ou... N'importe qui peut faire ça et balancer des informations? Nous voilà au cœur du débat à ce moment. Effectivement, c'est un peu ce que je viens de dire. Il est évident qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont accès à un moyen de communication, n'importe quel smartphone permet d'être en lien avec le monde entier en 10 secondes, peut désormais s'autoproclamer, si ce n'est journaliste, du moins émetteur d'informations. Le métier de journaliste, il existe et il est régi par un certain nombre de textes et d'obligations qui font premièrement qu'on signe ce qu'on dit, qu'on vérifie avant de signer ses sources, qu'on s'assure de ce qu'on dit est la vérité, ou en tous les cas quelque chose qui est aussi proche que possible de la vérité. On se trompe, mais après c'est autre chose. Au moins on a fait l'essentiel du travail qui consiste à vérifier. Et puis, il y a derrière tout ce que sont effectivement les outils par lesquels n'importe qui peut à tout moment être témoin d'une grande actualité. Autrefois, c'était un photographe amateur qui se trouvait à l'endroit où il y avait une catastrophe. On a du Concorde en feu sur les pistes de Roissy. Le jour où j'ai compris qu'on basculait dans un autre monde, c'est le jour des attentats de Londres en 2005. C'est juste après l'attribution des Jeux Olympiques, Paris a perdu la veille. Et il y a dans les transports en commun de Londres, je ne sais pas si vous en souvenez, plusieurs bombes qui explosent simultanément. Et se trouvent à ce moment-là, notamment des Français dans le métro de Londres. Et les Français, ils font comme tous les autres, hein, ils sont juste choqués, mais ils ne sont pas blessés. Ils sortent leur smartphone, ça existe déjà en 2005, et ils commencent à filmer des scènes qui sont des gens qui courent, de la fumée, que sais-je encore. Et ces images-là passent chez Jean-Pierre Pernaut, animateur sur TF1 du journal de la mi-journée. Et les 2 premières questions sont pour demander qu'est-ce que vous avez observé, qu'est-ce que vous avez vu, comment ça s'est passé, alors on raconte. Et la 3e question, c'est
Et selon vous, à qui faut-il attribuer cet attentat? Et forcément, on est entré dans un débat sur lequel le touriste qui était à Londres à ce moment-là n'avait aucune légitimité pour répondre. Et de ce fait-là, ça vient pour conforter ce que je disais tout à l'heure, le problème de la source qui émet le contenu, c'est-à-dire que la personne légitime pour répondre à ce genre de questions se trouve complètement au cœur du discours politique. Donc je n'ai pas à vous faire peur. Les journalistes, ils sont en théorie aujourd'hui formés à 90% par des organismes. Il y a des mauvais qui ont été formés, il y a des très bons qui ne sont jamais passés par un organisme de formation. Donc ça c'est autre chose. Mais l'exercice de leur profession, en tous les cas, est régi par une commission de la carte d'identité des gens professionnels qui existe en métropole, qui avait compétence jusqu'à présent ici, qui ne l'a plus. Et donc ça pose problème effectivement pour savoir qui a droit et qui n'a pas le droit de s'appeler journaliste en Nouvelle-Calédonie. Et puis il y a par ailleurs aussi le fait que, c'est un débat peut-être un sur lequel on viendra, mais il n'y a pas de statut des entreprises de presse non plus en Nouvelle-Calédonie. Et donc pour employer des journalistes, éventuellement, il faut des employeurs de journalistes, et ce statut-là n'existe pas, ça fait partie de quelques-uns des trous dans la raquette qui existent dans le dispositif législatif de ce pays. Alors, sur cette question de la déontologie, je vais passer la parole à votre voisin, parce que le numérique est souvent visé par ces questions-là, n'est-ce pas Yannick Chamblay? Ah ben là, je vais répondre avec grand plaisir. C'est un petit peu vrai, mais il y a aussi des produits mutants, ce qui va être le cas de Radio Cocotier, qui est à la fois une SARL de presse et qui emploie des journalistes. Donc ça, je crois que c'est le point le plus important, et c'est le lecteur, en fait, qui fait la différence. À force de tomber, il y a une grosse différence entre un groupe où tout le monde va se rentrer dedans, raconter un peu n'importe quoi, sans même rentrer vraiment dans le problème, et d'autres, on va dire, d'autres sujets qui vont être vérifiés, qui vont être complètement travaillés avant d'être mis en ligne, et pas jetés en pâture uniquement parce qu'on a envie de faire un buzz. Et cette différence-là, ces mutants, ils vont arriver. Donc ces jeunes journalistes, peut-être, qui sont aussi quelque part, vont peut-être avoir les études nécessaires pour obtenir une carte de presse. Bon, le transfert à la Nouvelle-Calédonie concernant les cartes de presse fait grincer des dents la plupart des journalistes, j'avoue que moi aussi, personnellement. Mais on aura demain, je pense, des journalistes qui feront la différence et qui viendront travailler avec vous, peut-être main dans la main, sur certains sujets, qui vont peut-être taper à la porte de la télévision, je veux dire, en disant, voilà, j'ai filmé quelque chose, il y aura une légitimité, autant pour moi, et c'est ces personnes-là demain qui feront, je crois, les médias tels que vous les verrez. Il y a au moins 4 autres personnes qui ont demandé la parole. Sur ce thème-là, une petite réponse de Christian Prost. Mais c'est un sujet sur lequel on peut tout dire et son contraire. C'est la légifération suit l'expérimentation et on découvre au fur et à mesure les faiblesses. Mais vous avez quelques raisons d'avoir peur. Mais la peur ne supprime pas le danger. Donc il faudra vivre avec pendant un moment. Il est vrai, si on veut prendre des exemples récents, que c'est parti d'Internet que M. Bouygues soit mort avant d'être mort. Il est vrai aussi qu'il y a quelques jours, lorsque le bâtonnier s'est fait tirer dessus par un avocat, si ça me l'aimerait bon, il était mort à 19h30 sur une radio qui s'est inspirée d'Internet, et il était vivant, et son pronostic vital n'était plus engagé le lendemain matin à 6h. Il y a un problème. Il est vrai aussi que le danger, parce que ce n'est pas encadré, lorsqu'il y a eu ces attentats où Koulibaly, dans un hangar, jouait avec une Kalachnikov, il y a un site qui a situé des gendarmes sur le toit et que l'épaisseur du toit était visiblement trop fine pour les protéger. Ça aurait pu leur coûter la vie. Donc la peur ne supprime pas le danger, il faut quand même être optimiste, il faut encadrer un petit peu ce métier. Et là où les journalistes de médias installés, je vais dire en tort, c'est d'aller trop souvent chercher comme sur des informations sur les réseaux Internet. Philippe Demasel, la Nouvelle-Calédonienne. Oui, j'ai une remarque. Il y a des choses qui ont été dites dans ce sens, mais je pense qu'il faut commencer par le début. Nous n'avons pas de socle juridique pour définir en Calédonie ce qu'est une entreprise d'information, quel que soit son mode de support. Parce qu'on dit information, on confond avec presse. Et tous les supports peuvent faire de l'information. Et un journaliste, on ne sait pas ce que c'est. Il y a une loi de pays en 2013 qui a été votée, qui est extrêmement maladroite, parce que quand on copie, on essaye de réfléchir avant de copier des vieilles lois de métropole. Donc il n'y avait pas de réflexion, ou peut-être une intention malveillante, pour le moins. Et je pense qu'il faut d'abord dire c'est quoi un journaliste en Calédonie. Preuve en est, c'est que les journalistes ne peuvent plus avoir de carte de journaliste en Calédonie aujourd'hui. Donc après, on va parler des supports, on va parler des comportements, mais
un journaliste a des droits, il a aussi des obligations de vérifier l'information, de vérifier ses sources, mais il a aussi le droit à l'indépendance, etc. Il faut qu'on définisse ça, il faut qu'on définisse qui peut travailler avec des journalistes, etc. Donc je pense qu'il faudrait un socle juridique solide, et ensuite, effectivement, pourquoi pas de nouveaux médias émergents. Et concernant le CSA, il y a déjà une organisation qui existe en Calédonie. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a le CTA qui donne un avis, qui soumet au gouvernement et qui ensuite au CSA. Donc il y a déjà des choses parfaitement solides qui respectent aussi l'indépendance de chacun. Je pense que le transfert, je ne vois pas bien ce que ça apporterait, si ce n'est un risque de confusion entre l'économique, le politique et l'audiovisuel. Merci. Nathalie Belen. Finalement, je voulais répondre tout à l'heure à ce que disaient aux interventions de Gonzague, de M. Blin et de Madame. La plupart des choses ont été dites. Je voudrais juste rajouter, je suis ravie d'entendre par Yannick Janté qu'il y a des journalistes à Radio Cocotier. Moi, ce qui m'effare quand même, c'est qu'on dit que Kaléidosphère sont des journalistes, Radio Cocotier sont des journalistes, Tout Info sont des journalistes, mais c'est curieux, ils sont anonymes. Nous, quand on fait de la télévision ou de la radio, on s'affiche à l'écran et on dit voilà ce qu'on veut dire. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui me gêne. Ensuite, passer au numérique, oui, je crois que de toute façon, c'est notre survie à tous, y compris radio, télé.